À l'école, il serait vraiment difficile d'ignorer le stress et l'anxiété liés aux évaluations. Dans la capsule précédente, j'ai distingué le stress, l'anxiété et l'anxiété de performance. En quelques mots, l'anxiété de performance, c'est toutes les manifestations qu'un élève va vivre lorsqu'il perçoit qu'une situation dans laquelle il va devoir performer est une menace. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, on peut parler par exemple d'examens, de présentations orales, de mini-tests. Les manifestations d'anxiété de performance, que ce soit avant ou pendant un examen, peut amener son lot d'impact sur le bien-être et la performance des élèves. Par exemple, ça peut amener l'élève à figer. À ce moment-là, ça va l'empêcher de démontrer ses capacités lors de l'évaluation. Ça peut aussi l'amener à fuir les situations d'évaluation ou bien à vivre des émotions négatives et même des maux physiques. Donc, il faut comprendre que l'attention d'un élève qui vit toutes ces manifestations-là va être vraiment plus dirigée vers la gestion de ces manifestations-là plutôt que la tâche qui lui est demandée. Ça peut donc biaiser notre évaluation de ses apprentissages. Et ça devient vraiment un défi de distinguer si on est réellement en train d'évaluer les compétences que l'élève a développées au cours de l'année plutôt que sa capacité à gérer les manifestations d'anxiété. Mais l'anxiété de performance peut aussi avoir plusieurs retombées positives. Évidemment, ça va dépendre de l'intensité de l'anxiété. Ça va permettre aussi à l'élève de mobiliser ses ressources, de rester concentré sur la tâche, de se dépasser et même dans quelques cas d'améliorer sa performance. Un exemple concret de ça, c'est un élève qui a vraiment très hâte de remettre sa copie d'examen, mais qui va avoir un petit quelque chose qui va le pousser à relire vraiment les questions et s'assurer que toutes ses réponses soient bien complétées. En tant qu'enseignant, vous avez un certain pouvoir sur le niveau d'anxiété de performance qui peut venir altérer le fonctionnement de vos élèves. Et pour parler des facteurs sur lesquels les enseignants ont un pouvoir, j'ai pensé en discuter avec Isabelle Plante, professeure au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal, qui a notamment fait plusieurs travaux de recherche sur le sujet de l'anxiété de performance. Ça a été une discussion super enrichissante lors de laquelle on a parlé notamment du rôle de l'évaluation, des types d'évaluation, de leur fréquence, puis de l'effet que ça peut avoir aussi sur les élèves. Puis dans un deuxième temps, on a parlé de plein de pratiques que l'enseignant peut mettre en place en classe pour permettre de rendre les examens ou les évaluations un peu moins anxiogènes. Bonne écoute! Isabelle, dis-moi, c'est quoi le rôle de l'enseignant dans l'anxiété de performance des élèves? L'enseignant peut faire plusieurs choses à travers ses pratiques pour limiter l'anxiété de performance, qu'on appelle aussi souvent l'anxiété évaluative. Comme son nom le dit, je pense que c'est surtout à travers les pratiques évaluatives que va être son rôle, je dirais, plus central. Donc, le choix des pratiques qu'il va prôner, mais aussi la préparation qu'il va offrir en lien avec les différentes pratiques qu'il utilise, vont avoir un rôle super important dans, je dirais, l'équilibre psychologique des jeunes et leur anxiété évaluative. Est-ce qu'il y a certaines pratiques évaluatives qui seraient plus favorables ou défavorables, justement? Ben oui, effectivement. C'est sûr que si on pense aux examens plus traditionnels, notamment aux épreuves ministérielles uniques, bien sûr que par leur contexte, par ce qu'elles représentent, par la valeur qu'on y attribue, ne serait-ce qu'en termes de pourcentage, ben, ce type d'épreuve-là va avoir un potentiel de générer plus d'anxiété d'évaluation. En contrepartie, parce que les examens sont une forme d'évaluation. C'est ça, c'est pas la même chose un examen puis une évaluation, en fait. Il y a une distinction entre les deux. Bien, c'est ça. En fait, l'évaluation, c'est toute pratique qui va permettre d'examiner le niveau de compétence, le niveau d'habileté, puis aussi de rétroagir, donc de faire une rétroaction à l'élève, à l'enseignant, hein, pour qu'il recadre ses pratiques aussi, mais aussi aux parents. Donc, ça va avoir vraiment une fonction de rétroaction. L'examen est un exemple, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, puis qui se fait en classe. Si on pense à une évaluation plus continue, qui est souvent prônée, bien, cette évaluation-là aussi va avoir une pondération moins élevée, parce que chacun des petits éléments, ça va être comme des preuves ou, tu sais, c'est ça. Des traces. Oui, des traces, okay. Puis des occasions, en fait, d'offrir de la rétroaction diversifiée. En contrepartie, les évaluations de type examen, ça va être une pratique qui va être super bénéfique dans certains cas, puis pour certains types d'acquis qu'on veut aller mesurer, notamment les faits, les connaissances, vraiment dans une durée fixe, puis ça va permettre d'évaluer les jeunes en même temps. Mais ça ne sera pas aussi écologique que d'autres projets, par exemple. Donc, on comprend que ça soit utilisé. On comprend aussi pourquoi ça peut générer de l'anxiété évaluative. Donc, c'est toute cette idée, comme enseignant, que, bon, à travers ces pratiques-là, oui, on peut générer de l'anxiété évaluative. À la fois, c'est avantageux pour les raisons qu'on connaît. Donc, c'est de, je dirais, balancer là, tout ça. OK, donc la note, elle ne sert pas nécessairement à comparer les élèves entre eux, si je comprends bien.
Non, la note, c'est en fait une façon d'offrir une rétroaction aux jeunes, à ses parents, mais aussi à l'enseignant, pour être capable de voir, bon, mais quel est le degré d'acquisition de ce qui est visé, des apprentissages ou de la compétence ou des connaissances qui sont visées. On a tendance à penser que parce qu'on a une note, c'est une note qui en soi permet de comparer l'élève par rapport aux autres. En soi, notre système, au primaire et au secondaire du moins, c'est clair que c'est un système qu'on dit critérié. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de critères qui sont visés puis qui servent à évaluer le niveau d'acquisition d'une stratégie, d'une compétence. Et ce qu'on veut, c'est que les élèves atteignent un niveau qui est ciblé. Donc, théoriquement, tous les élèves pourraient... Devraient y arriver. Ben oui, tous les élèves devraient, ou en tout cas pourraient avoir une note super élevée. Donc, c'est pas nécessaire en soi de le faire. Est-ce que remettre des copies d'examen dans l'ordre de notation, c'est un exemple de comparaison sociale. Ben oui, effectivement, parce que c'est comme si on disait, on va partir du meilleur puis on va aller au plus faible. Peut-être que les 3 premiers vont bénéficier de ce type d'approche-là, mais tous les autres qui vont suivre, qui ne sont pas les 3 premiers, qui sont pas, qui sortent pas du lot, vont se sentir comparés. Et ça va générer, dans le fond, une anxiété. Ça va justement faire en sorte que l'évaluation va être perçue comme une menace. Parce que c'est une menace à l'ego, dans le fond, qu'on fait. On est en train de transmettre l'idée aux jeunes que ça va pas, sans nécessairement donner toute la rétroaction qui va avec. Ce qu'on sait, c'est que cette forme de comparaison sociale-là, c'est un des ingrédients vraiment importants dans l'anxiété évaluative des jeunes. Donc, la note, l'information de la note demeure importante, mais c'est ce qu'on en fait, puis comment on la présente, que là, ça peut devenir un élément vraiment plus anxiogène, si je comprends bien. Dans ce contexte-là, où l'évaluation sert justement à venir voir quels acquis ont été faits, puis lesquels restent à faire, est-ce que tu penses que la note en chiffres, la note chiffrée, c'est la meilleure source d'information à mettre sur cette donnée-là? Mais c'est une question qu'on se pose souvent. En fait, la note, c'est un langage qu'on connaît bien, effectivement, comme société. Nous-mêmes, on est allés à l'école avec ce système-là. Donc, c'est un système qui, je dirais, est rassurant. Ça a aussi la capacité d'indiquer aux parents et à l'enfant lui-même qu'il y a peut-être certains défis. Un enfant qui aurait, par exemple, 65-70 en écriture a certainement plus de défis que celui qui a 80 et encore plus que celui qui a 90. En contrepartie, mettons que l'enseignant, plutôt que d'utiliser ce système de notation-là, écrivait un petit mot aux parents, votre enfant a de la difficulté en écriture. Et là, précisait, sa structure est bonne, il respecte bien les codes, mais en fait, il écrit 3 lignes et à ce niveau-ci de son développement, il est, disons, en 3e année, il devrait en écrire une dizaine. Là, le parent va recevoir cette information-là et l'enfant aussi lui-même va se dire, c'est pas que je suis pas bon en écriture, c'est que j'écris vraiment pas suffisamment. Plein de raisons peuvent expliquer ça. Peut-être que c'est trop compliqué d'écrire 10 lignes, que quand il se met à écrire 10 lignes, là, il se désorganise et que ça va pas du tout. Peut-être qu'il n'y a pas d'idée. Peut-être qu'il n'a simplement pas compris qu'il devait écrire plus. Donc, voyez-vous que c'est bien sûr... d'informations, la richesse d'informations est plus présente. Mais oui, absolument. Avec les commentaires. Donc, bien sûr que la note pourrait être remplacée par un autre système. Mais si on dit on retire la note et on n'a pas de système organisé pour pouvoir fournir ce type d'information-là, qui, rappelons-le, va quand même demander beaucoup plus de temps et d'énergie à l'enseignant, parce que s'il doit faire ça avec tous ses élèves, ça va quand même être beaucoup plus long que d'avoir une note avec certaines preuves à l'appui qui pourraient être comme des traces justificatives de cette note-là puis de son jugement professionnel. Donc, à défaut d'avoir un système bien établi, critérié, avec beaucoup de détails, la note est quand même un indicateur peut-être imparfait, mais au moins un indicateur qui permet à tout le monde, après ça, de se réajuster. Qui demeure tout de même efficace. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui arrive si on retire complètement les notes puis les bulletins? Quelles conséquences ça pourrait avoir? Est-ce que... Parce qu'on a aussi entendu parler de cette idée-là, complètement les anéantir, mais là, je t'entends dire que c'est une source d'information hyper importante aussi, donc est-ce que ça pourrait être une bonne idée ou au contraire? En fait, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'il y a certaines épreuves qui ont été omises. Ensuite aussi, la pondération a diminué. Mais lorsque les épreuves ont été réinsérées, ce qu'on a observé, c'est que les jeunes avaient beaucoup plus de défis qu'on pensait. Donc, ce que ça nous indique de façon, je dirais, empirique, là, avec des données à l'appui, c'est que quand on n'a pas la source d'information, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Donc, c'est important quand même d'avoir cette source-là pour être capable de juger. Donc, ce qu'on entendait, c'est, c'est pas grave, les épreuves ministérielles, on peut faire autre chose. Mais là, le autre chose a été fait, puis on voit qu'il y a quand même certaines lacunes, là. Puis il y a comme il y a des retards, là, qui ont été accumulés. On ne peut pas occulter la possibilité que ce soit la pandémie en soi, puis la crise de la COVID qui ait généré
du stress, de l'anxiété, puis qui a créé certains problèmes. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas les évaluations pour être capable de juger de l'ampleur, je dirais, du problème. Et lorsqu'elles ont été réinsérées, c'est une source d'information qui est importante. Ça nous permet ensuite aussi d'intervenir efficacement. Oui. Tu parlais d'évaluation continue. Un peu plus tôt, tu disais que c'est comme plusieurs petites traces avec une pondération plus faible. Est-ce que justement, ce serait mieux de faire moins d'examens ou moins d'évaluations? Je pense qu'une des questions que les gens se posent, c'est par rapport à la fréquence des examens. C'est certain qu'on doit se questionner, je pense, là, comme enseignant, mais aussi comme société. Quelle devrait être la place de tels examens et est-ce qu'ils sont vraiment utiles, puis à quoi servent-ils vraiment? Parce que, rappelons-le, l'évaluation elle a une fonction fondamentale qui est de donner une rétroaction et la rétroaction est essentielle dans l'apprentissage de manière générale. Pour apprendre, il faut qu'on soit capable d'identifier nos défis. Puis de faire des erreurs. Puis, exactement. Mais d'avoir aussi l'opportunité d'apprendre de ces erreurs-là puis de se rattraper. Absolument. Donc, tu sais, si on revient à ça, tu sais, je pense que là, la réponse est plus évidente. L'idée, c'est pas de retirer l'évaluation, mais c'est plutôt d'être capable de, je dirais, l'arrimer à nos objectifs à nous, et puis de s'en servir à bon escient pour pas, justement, être rendu qu'on évalue la capacité à gérer son stress. Donc, on veut les exposer à un certain niveau de stress face aux évaluations d'anxiété évaluative, disons-le comme ça, mais en même temps, pas trop non plus parce qu'on sait qu'une exposition fréquente puis sur une longue période de temps peut aussi avoir plusieurs conséquences néfastes. Donc, ça pourrait être une bonne idée de comme, répartir les évaluations sur une... Parce qu'en fait, les deux principes se valent. Il y a un premier principe qui est celui de l'exposition. Si on n'est pas exposé à un certain stresseur, comment est-ce qu'on peut développer les stratégies pour être capable de gérer ce stress-là? Lorsqu'un élève fait un examen super important, il y a certaines réactions physiologiques qui sont générées par l'anxiété de performance. Puis il faut qu'il apprenne à gérer ça. En contrepartie, s'il y a 5 examens dans la semaine, c'est comme s'il y a trop de ressources qui sont demandées au corps. Et là, on peut penser qu'au 4e ou au 5e examen, l'élève aura plus ce qu'il faut. Puis là, ça devient complètement contre-productif. Donc, effectivement, d'espacer puis d'étaler les évaluations dans le temps, notamment en demandant à l'équipe d'enseignants, en particulier au secondaire, de discuter, en fait, de se concerter. Effectivement, pour être capable d'étaler les évaluations. Tu sais, c'est pas grand-chose, dans le fond, pour les enseignants, puis je pense que pour les jeunes, ça peut faire une grande différence. Ce qu'il faut, c'est adopter une approche plus préventive. Tu sais. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que les élèves manifestent un inconfort, on voit que ça va pas, ils sont débordés, ça arrive sous forme de plainte. Là, il y a comme une réaction aussi des milieux qui disent, bien là, il faut que vous soyez capable de faire face à ça. Alors que s'ils se concertaient d'abord, il y aurait déjà cet effort-là. Ça pourrait être aussi communiqué aux jeunes. C'est ça. Je pense que c'est super important pour l'enseignant d'expliquer aux élèves la fonction des évaluations puis des pratiques évaluatives qu'ils utilisent justement. En tout cas, là, c'est anecdotique, mais je me souviens en tant qu'élève que les enseignants qui le faisaient, on dirait que ça me rassurait puis ça me permettait de comprendre aussi pourquoi j'ai été évaluée. En fait, normalement, ce que les enseignants font, puis ils sont formés pour le faire, ils prévoient leur séquence d'enseignement avec les apprentissages visés à la base et ils prévoient aussi l'évaluation qui va venir avec. C'est-à-dire que, évidemment, qu'ils enseignent en se disant, bon, mais là, quelle serait la tâche évaluative qui va me permettre le mieux de constater ces acquis-là chez les jeunes? Donc, je pense que de le communiquer aux jeunes, c'est tout à fait cohérent avec cette approche-là. Dans ce contexte-là, j'imagine aussi que c'est facile d'annoncer à l'avance aux élèves les dates des évaluations pour aussi leur permettre d'avoir un temps pour se préparer puis diminuer un peu l'imprévisibilité. Par exemple, comme une évaluation qui était annoncée peut-être la veille, alors que l'enseignant le sait depuis le début de la session. Ça paraît que je suis à l'université, mais de l'étape. Donc, ça pourrait permettre à l'élève de mieux s'organiser puis mieux préparer aussi. Oui, absolument. Est-ce qu'on doit viser en tant qu'enseignant à diminuer l'anxiété de performance pour tous nos élèves? C'est une excellente question, en fait. Je pense qu'il y a 2 pistes de réponse ici. D'abord, tous les élèves ne souffrent pas de l'anxiété de performance. C'est pas un diagnostic non plus. Hein? Absolument. C'est pas un diagnostic au même titre que d'autres troubles de santé mentaux, en particulier les troubles d'anxiété qu'on connaît, qui font partie du manuel diagnostic. Et l'autre chose, c'est que même chez les élèves qui vivent de l'anxiété évaluative, c'est pas à tout niveau que ça va générer des conséquences négatives.
Là, ici, je t'explique un petit peu, mais en gros, ce qu'on sait, c'est que l'anxiété évaluative, comme le stress d'ailleurs, suivrait une courbe qu'on dit en U inversé. Qu'est-ce que c'est ça, une courbe en U inversé? C'est en fait cette idée qu'il y a comme un niveau optimal, dans le fond, d'anxiété évaluative qui va comme générer juste assez d'énergie, je dirais, pour mobiliser adéquatement toutes nos ressources. Donc, si on n'a pas assez d'anxiété évaluative, ce que ça va faire, c'est un élève qui est apathique, finalement, qui est comme un peu paresseux. Il ne sent pas le besoin de se mobiliser pour se préparer pour l'examen. Il ne sent pas que c'est important, il ne sent pas que c'est nécessaire de se mettre à la tâche, il n'a même pas la concentration vraiment pour le faire, il est vraiment comme un peu mou, là, amorphe. Puis le problème, c'est quand on arrive de l'autre côté du U inversé, où là, il y a trop d'anxiété de performance. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on va en quelque sorte crouler sous la pression et on n'arrivera plus à mobiliser ce qu'on sait. Donc, c'est là où c'est problématique. Puis ça se peut, j'imagine que pour un même élève, un certain type d'examen ou d'évaluation va lui générer un niveau d'anxiété optimal pour performer, alors qu'un autre type d'évaluation ou une autre situation va le ramener dans l'autre côté de la courbe. Absolument. Donc, c'est pas pour tous les élèves. Il ne faut pas avoir cet objectif-là en tête nécessairement. C'est ça. L'idée, c'est pas de dire cette anxiété évaluative-là doit disparaître. Elle doit être, dans le fond, utilisée à bon escient, conserver un niveau optimal, finalement. Isabelle, toi et moi, on a quand même survolé la littérature sur les pratiques ou les stratégies là, que les enseignants pourraient mettre en place pour diminuer le côté anxiogène des évaluations ou des examens plus classiques, parce que je pense que même si on peut tendre à avoir des pratiques évaluatives différentes des examens classiques, là, il va toujours en demeurer, là, étant donné notre système d'éducation actuel. Donc, c'est ça, on a fait ce survol-là de la littérature, puis je dois dire qu'il n'y a pas une littérature hyper forte sur la question non plus, là, mais quand même, là, ça nous permet de vous donner quelques exemples. Puis souvent, les stratégies qu'on peut mettre en place là, font référence aux ingrédients de stress qui sont présents dans une situation, parce que pour qu'un élève ait des manifestations de stress ou d'anxiété, son cerveau doit avoir détecté qu'une situation représente une menace. Il y a 4 ingrédients qui peuvent faire en sorte qu'il va percevoir l'examen comme une menace. C'est l'impression de manquer de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis avoir le sentiment que son ego est menacé. Donc, toutes les stratégies, en fait, la plupart d'entre elles là, visent à diminuer un de ces 4 ingrédients-là pour que l'élève perçoive l'examen comme étant moins menaçant pour lui, plus comme étant un défi, en fait. Puis là, ça risque de beaucoup l'aider à diminuer son niveau d'anxiété de performance, puis même à mieux performer. Ça pourrait faire partie des stratégies que l'enseignant peut utiliser de normaliser les manifestations d'anxiété face aux examens. Je pense qu'il y a peut-être certaines phrases aussi qu'on a le réflexe de dire qui pourraient être revisitées. Tu sais, je pense au « stress pas, l'examen va bien se passer », par exemple. J'ai l'impression qu'on devrait peut-être le changer pour dire comme c'est normal que tu sois stressé. L'examen est peut-être quelque chose, c'est peut-être important pour toi d'avoir une bonne note à cet examen-là, mais rappelle-toi que les manifestations que tu ressens en ce moment sont là pour t'aider à performer plutôt que pour te nuire. Oui, absolument, parce que l'anxiété évaluative, en fait, si on l'interprète comme étant le signe que c'est le temps de se mobiliser, puis là, je vais avoir l'énergie nécessaire, parce que c'est un très beau système d'adaptation, dans le fond, que notre corps a. Puis si on arrive à le percevoir comme ça, les symptômes qui sont négatifs et désagréables souvent, comme le fait d'avoir, je sais pas moi, la bouche sèche, d'avoir les mains moites, d'avoir le cœur qui bat, d'avoir des idées négatives, mal au ventre, exactement. Tu sais, en soi, ce sont des symptômes qui sont négatifs. Donc, c'est normal que l'élève, spontanément, surtout si on lui dit, on le valide dans cet inconfort-là. Il ne faut pas les vivre, on lui dit que c'est exactement. Pas utile. Alors que c'est pas vrai, c'est tout à fait normal de les vivre. L'idée, c'est d'être capable de se servir de ça comme étant comme le signe que, OK, là, on est dans une situation où c'est important, je vais me gérer, je vais me mobiliser, je vais utiliser cette énergie-là pour justement réussir puis aller montrer de quoi je suis capable. Souvent, on parle d'apprendre à surfer la vague, justement. C'est comme si ton corps te donne une vague d'énergie pour te permettre d'arriver à ton objectif. Donc, utilise-la pour te rendre plus loin. Puis, c'est fascinant. Il y a des études qui ont montré que en présence de la même quantité là, de stress ou d'anxiété, le simple fait d'interpréter ces manifestations-là comme étant nuisibles ou comme étant quelque chose qui va t'aider, ça peut justement changer la performance des élèves à un examen. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel un enseignant peut avoir beaucoup de contrôle. Juste des petits commentaires ou des petites phrases comme ça avant l'examen pour rappeler aux élèves que c'est normal, qui peuvent s'en servir, tu sais, au lieu d'envoyer le message qu'il ne faut pas
avoir ces manifestations-là. J'imagine qu'il y a des choses qu'on peut faire en amont, donc avant l'examen, pour bien préparer les élèves, mais aussi dans le format, là, lorsqu'on crée l'examen, qui va permettre de rendre une évaluation moins anxiogène. Oui, absolument. T'sais, si je pense dans la préparation, une chose qu'on peut faire qui est assez facile, dans le fond, c'est de donner des exemples aux élèves ou peut-être de leur faire une pratique avec des questions qui sont similaires. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de leur dire, tu vas pratiquer tes questions puis là, tu vas recracher ça à l'examen. Au contraire, c'est de leur donner des exemples pour réduire ce sentiment-là de nouveauté et d'imprévisibilité. C'est de dire, là, je comprends le style de questions que je vais obtenir. Ça va au moins réduire l'anxiété qui est liée à ça. J'imagine aussi de s'attendre à quel genre de contenu il va y avoir dans l'examen. Est-ce que, par exemple, une séance de révision ou proposer aux élèves de générer eux-mêmes des potentielles questions d'examen, ça peut être une bonne idée? Oui, absolument. Ça, ce sont toutes des stratégies qui vont justement permettre de diminuer l'imprévisibilité puis le sentiment de nouveauté. Puis d'augmenter, j'imagine, le sentiment de contrôle aussi, parce que là, ils vont être en mesure de mieux se préparer puis d'arriver à l'examen en ayant en tout cas l'impression d'être en possession de leurs moyens. J'ai l'impression aussi que des fois, on prend pour acquis qu'en tant qu'étudiant ou qu'élève, on connaît bien toutes les stratégies d'études qu'on peut utiliser. Peut-être que c'est pas toujours le cas. Ça pourrait être une piste aussi de s'assurer que les élèves dans notre classe aient acquis des bonnes stratégies d'études ou de les enseigner si c'est pas le cas. OK. Là, il y a comme deux choses quand même à savoir là-dedans. Un, effectivement, les stratégies d'études des élèves, c'est un élément sur lequel, comme enseignant, on peut vraiment travailler. Ça va donner beaucoup de contrôle aux jeunes, qu'on leur montre, tu sais, comment faire, qu'est-ce que tu devrais étudier. Puis ça va vraiment générer du contrôle chez eux. Ça va donc contribuer à limiter l'anxiété évaluative. L'autre élément, c'est que l'anxiété évaluative, disons qu'on perçoit l'examen comme une menace, puis qu'on assume que chez les jeunes, tout ça est plus ou moins conscient. Là. Ils ne sont pas en train de se dire explicitement « l'examen est une menace ». C'est ça. Sauf que, qu'est-ce que ça génère comme type de comportement? Naturellement, ça va générer de l'évitement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'évitement? On procrastine et on a des stratégies d'études qui sont déficientes et bien souvent, tout ça est, je le redis, tout à fait inconscient. Donc, les jeunes ne sont pas conscients que lorsqu'ils se mettent à ne pas étudier puis qu'ils gardent tout ça pour la veille, mais c'est une stratégie d'évitement, dans le fond, qu'ils ont eue. Puis là, qu'est-ce que ça va faire quand on étudie la veille? Ça fait que lorsqu'on vit de l'anxiété évaluative, l'espèce d'idée là, de genre j'ai perdu mon idée, je me rappelle plus de rien, toutes les petites troubles mnésiques, exactement, ça va être accru. Donc là, de leur enseigner ça. Là, si vous étudiez la veille, ce qui risque de se produire, c'est que sous le stress et au moment de l'examen, lorsque vous auriez besoin de vous souvenir de tout ça, ça ne fonctionnera pas. Alors que si vous avez commencé une semaine avant puis que vous avez révisé tous les jours, ça va être plus acquis dans votre mémoire à moyen et long terme que dans la mémoire à court terme. Et là, tous ces éléments-là, dans le fond, vont faire en sorte que les conséquences négatives, néfastes, vont être comme diminuées. Mais là, je pense à un élève, justement, qui, on parlait tantôt, tu sais, qui a l'air apathique, là, à la limite, là, pas du tout mobilisé par son examen, puis qui procrastine au bout. J'imagine que malgré toutes les bonnes intentions de l'enseignant, ça se peut que cet élève-là ne suive pas ses conseils et ses stratégies d'études. Est-ce que ça peut être une bonne idée, dans ce cas-là, de mettre des moments planifiés en classe pour faire de la révision ou se préparer à l'examen, tu sais, que ça soit court ou... Bien, c'est sûr qu'on peut montrer, puis enseigner, puis en profiter pour le faire en classe, en plus. Mais je pense qu'il faut aussi voir chez cet élève-là qu'il y a la possibilité qu'il y ait de l'anxiété évaluative. Puis qu'on va dire, il est négligent, il est apathique, il est démotivé. Mais ça se peut que tout ça, ça soit une façade. Puis que même lui, il s'en rende pas compte, là, parce que ce qu'il ressent, il l'a jamais nommé, on lui a jamais nommé que c'est de l'anxiété, en fait. Exactement. Puis cet élève-là risque d'avoir comme intégré toute cette idée-là que, dans le fond, c'est un élève qui aime pas ça. Mais tout ça, là, il faut se questionner, en fait, comme enseignant. Sinon, il passe sous le radar, puis on peut les échapper. Pour plusieurs élèves qui vivent de l'anxiété face aux évaluations, j'ai l'impression que la gestion du temps peut être un enjeu aussi, c'est-à-dire qu'ils ont souvent peur de manquer de temps, puis juste cette idée-là va les faire paniquer parfois, puis faire perdre leurs moyens. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut enseigner en classe? Bien, c'est sûr qu'on peut déjà démystifier cette croyance-là. D'abord, c'est vrai que, on le sait, c'est démontré là, scientifiquement, que lorsqu'on met un temps limité, ça a tendance à stresser davantage les élèves d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire que ça va augmenter leur rythme cardiaque, ça va faire qu'il y a plus de sudation, ils vont avoir tendance à perdre leurs moyens. Donc, c'est vraiment une contrainte qui est complexe pour les jeunes.
Ce qu'on sait aussi, c'est que ça s'enseigne, la gestion du temps. C'est-à-dire qu'au début, peut-être qu'ils perdent leurs moyens, mais ensuite, ils sont capables de savoir, bon, OK, s'il y a une question sur laquelle je bute, je ne reste pas là, je continue. Ça va permettre aux élèves de savoir, bon, d'abord, quand ça se passe, j'ai du contrôle. Là. Je ne suis pas pris là avec mes pensées négatives. Je peux continuer. Et oui, je perdrai quelques points là si je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas grave. Il y a aussi une façon de diviser son examen à la base pour voir que, OK, par question, ça devrait me prendre tant de temps. Donc, d'estimer rapidement, de prendre une petite minute au début pour diviser un peu son temps. Ça peut être justement de faire un premier tri, de lire toutes les questions pour avoir ensuite... une idée de ce qu'il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres. Puis, j'imagine, dans ce cas-là, on peut peut-être commencer par les plus rapides ou les plus faciles pour nous. Bien, ça, c'est une des stratégies. Il y en a qui vont préférer diviser un petit peu, mais minimalement, il faut être capable de se faire une tête. Puis d'estimer que ça va être complexe à un certain moment. Pour pas qu'en milieu d'examen, on se rende compte que... Exactement. Ce qu'on veut pas, c'est ça. C'est dans le fond que l'élève soit pris à un certain moment puis il réalise qu'il ne finira pas puis que là, il bâcle, en fait. Là, donc, encore là, diminuer le sentiment d'imprévisibilité puis d'augmenter celui de contrôle. Puis quand on présente une évaluation, un examen aux élèves, est-ce que dans notre discours, il y a des choses qu'on devrait dire ou pas dire qui vont contribuer à augmenter ou à diminuer l'anxiété de performance des élèves? Bien, on sait que dans le fond, au secondaire, les enseignants, eux autres, ils voient que c'est vraiment important pour les jeunes de réussir l'épreuve ministérielle unique, puis en particulier, là, à la fin du secondaire, ces épreuves-là ont une forte pondération, vont dans plusieurs cas être nécessaires pour pouvoir obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, on comprend là, que c'est super important. Et là, ce qu'on sait, c'est que, dans le fond, il y a deux comme façon de réagir. Soit qu'on dit aux élèves, bien là, essayez de... c'est pas grave, c'est pas trop important, parce que là, l'idée, c'est de dire, bien là, on va diminuer l'anxiété d'évaluation en lien avec ça. Mais une autre réaction que les enseignants ont souvent, c'est de dire, c'est vraiment super important, il faut que vous vous mobilisiez, c'est important pour vous. Et en disant que si ça les motive à se préparer, ils vont vivre moins d'anxiété éventuellement. Exactement. Donc, et ces pratiques-là, tu sais, au premier abord, on se dit, mais ça va nécessairement générer de l'anxiété évaluative. En fait, ce que la recherche montre, c'est que c'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment de la façon dont l'élève va interpréter ces messages-là. Si on lui dit que c'est vraiment important, puis que c'est vraiment important qu'il réussisse, puis que ça va avoir une incidence sur tout son futur. On les appelle à la peur. Là. Exactement. C'est possible que l'élève se dise, j'ai ce qu'il faut, puis j'ai des stratégies, puis je vais être capable de réussir. Et en ce sens, cette stratégie-là ne sera pas néfaste. Et elle va même peut-être contribuer à bien préparer l'élève. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas toujours néfaste. En contrepartie, si l'élève se dit, j'entends cette peur-là, j'entends cet appel à la peur, mais j'ai pas ce qu'il faut, puis oh là là, ça va mal aller pour moi. C'est là où c'est vraiment négatif, et là, on amplifie le problème. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? Ce qu'on retient de ça, c'est que c'est vraiment essentiel d'amener les élèves à percevoir du contrôle. Il faut qu'ils aient les bonnes stratégies, il faut qu'ils sachent quoi étudier, il faut qu'ils sachent comment se préparer. Puis on ne peut pas à la fois dire on n'aura plus d'examen pour les préparer, puis les évaluer avec ça à la fin de l'année. Donc, de faire disparaître ce type d'épreuve-là, si on sait que c'est avec ça qu'on va les évaluer au final, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'on ne les prépare pas du tout. Puis j'en retiens aussi qu'il y a de juste... rendre l'examen très menaçant juste dans notre discours dans le but de les forcer à se préparer, pas de les forcer, dans le but de les encourager à se préparer si, en contrepartie, ils ne ressentent pas qu'on a mis en place avec eux, dans le fond, les stratégies pour qu'ils puissent y arriver, mais là, ça peut avoir des conséquences vraiment plus dévastatrices. Il faut que ça soit accompagné, dans le fond, de toutes les stratégies d'études, en fait, de tous les ingrédients pour qu'ils puissent réussir. Donc, juste dire ça va être difficile, prépare-toi, c'est comme pas suffisant. Non, c'est ça. En fait, on ne peut pas assumer qu'ils savent quoi faire pour bien se préparer. Prépare-toi, oui, mais comment? Oui, c'est ça. Dans l'examen en soi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire là, quand on construit l'examen? Oui, il y a quand même quelques petites stratégies assez faciles. Une des choses qu'on peut faire, si on assume que les élèves, surtout au début de l'examen, ils vont vivre beaucoup les manifestations de l'anxiété évaluative, autant cognitive, affective que comportementale, une bonne idée, c'est de commencer avec des questions qui sont plus faciles. Donc d'abord, ils vont prendre confiance, ils vont voir que ça va bien. C'est comme si on disait, on va mettre quelques questions plus faciles, ou on peut même les hiérarchiser, là, faire des petites questions plus faciles au début, puis garder les problèmes les plus complexes pour la fin, où là, les manifestations vont, dans le fond, être réduites juste parce que l'exposition dans le temps va faire que les manifestations juste vont... laisser le temps à l'activation physiologique de redescendre pour libérer l'espace mental pour
pouvoir mettre en action ses connaissances, ses capacités. Exactement. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez facile qu'on peut faire. Une autre chose qu'on peut faire, c'est offrir des choix. Oui, OK. Ce que ça va faire, en fait, offrir des choix, c'est que l'élève, s'il sent la menace de la question, le « tu sais, j'ai pas ce qu'il faut », bien, je prends l'autre choix. Puis nous, comme enseignants, on sait très bien là, que tout ça s'équivaut. C'est sûr. Fait qu'évidemment, ça ne veut pas dire de prendre un choix dans des niveaux de difficulté complètement différents. Là. Comme enseignant, on a notre intention pédagogique, puis on sait qu'il faut évaluer telle ou telle chose, mais on offre des possibilités. Donc, on réduit cette possibilité-là de vivre de l'anxiété. Autre chose qu'on peut faire, c'est pas tant dans la construction, mais dans la préparation, c'est donner les stratégies aux élèves lorsqu'ils ont un blanc de mémoire. Ah oui, quoi faire pendant l'examen si j'ai un blanc de mémoire. Exactement. Puis on sait qu'il y a des petits trucs pour ça. Là. Par exemple, ça peut être comme on dessinait un schéma dans notre étude, bien là, on va se remettre à le dessiner, ça se peut que ça revienne. On peut aussi dire simplement, on y revient plus tard, on s'en fait pas avec ça, pour pas que l'élève se mette à stresser aussi avec sa gestion du temps. Que ça devienne un nouveau stresseur pendant l'examen, en fait, là, de manquer de temps. J'ai lu aussi des choses aussi simples que de numéroter les questions, de mettre les endroits pour répondre sur la même page que la question. Juste des choses qui vont diminuer la charge cognitive, justement, de l'élève pour s'assurer qu'il y en ait suffisamment pour mettre en action ses capacités. L'autre chose aussi, je crois, sur laquelle l'enseignant peut avoir beaucoup de contrôle, c'est en fait de soutenir l'élève dans sa gestion des manifestations de stress ou d'anxiété avant un examen. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles pour enseigner ces stratégies-là. Donc, ça peut être... Mais si c'est pas fait, l'enseignant peut aussi en enseigner en classe. Puis là, il y en existe vraiment beaucoup, là. Donc, c'est sûr que bouger avant de faire un examen, comme le matin même, la veille, le soir, faire de l'activité physique pour comme dépenser le surplus d'énergie que notre corps a mobilisé, parce que la veille d'un examen, on n'en a pas besoin de cette énergie-là parce que c'est pas là tout de suite qu'on doit faire l'examen. Fait que tant qu'on ne dépense pas cette énergie-là, elle va continuer de se manifester puis on va continuer de trouver ça vraiment inconfortable. Fait que ça, de prendre des grandes respirations par le ventre, ça peut être vraiment utile pendant l'examen, justement, ou juste avant. Ça paraît jamais qu'on fait ça, mais ça peut permettre de juste venir ramener le niveau d'anxiété à un niveau qui est plus optimal, comme on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi rire, il y a la méditation, comme prendre juste conscience, faire de la pleine conscience, donc faire un balayage corporel, par exemple. Donc, il existe une panoplie de stratégies. Puis, c'est juste de s'assurer que l'élève en possède, puis de lui faire un rappel, peut-être, de les utiliser avant l'examen. Puis, de savoir aussi que chaque stratégie ne va pas fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est important que l'élève en ait plusieurs aussi, parce que toutes les situations ne vont pas fonctionner non plus, là, comme je parlais. Crier, c'est vraiment une bonne stratégie pour réduire son stress, mais pendant un examen, c'est inadéquat, malheureusement. Oui, puis ça permet à la fois, je pense, de reconnaître les émotions que certains élèves vont vivre vraiment de façon très aiguë. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça, on faisait profiter tout le monde de l'ensemble de ces stratégies-là. Si vous en avez besoin, vous les mettez en œuvre. Il y en a chez qui ça changera pas grand-chose. Il y en a chez qui ça va être particulièrement efficace, mais c'est comme si on venait reconnaître ça. Un petit rappel aussi que c'est normal de les vivre. Donc, l'idée, c'est de normaliser là, à travers ça, là, pas évidemment de culpabiliser ou de stimuler. Là, au contraire, là, ce qu'on veut, c'est dire, regardez, c'est normal si vous en vivez, puis c'est le moment là, de vous ressaisir puis de justement utiliser ça comme un levier. Puis je suis certaine que les enseignants connaissent aussi leurs élèves, en tout cas, qui ont manifesté, là, qui leur ont manifesté, vivent beaucoup d'anxiété par rapport aux évaluations. Donc, ça peut devenir quand même facile de juste aller faire des petits rappels à ces élèves-là pour qu'ils puissent utiliser leur stratégie avant un examen. Je pense aussi que j'ai vu mettre une musique calme en rentrant dans la classe. Ça aussi, ça peut permettre de juste diminuer les manifestations d'anxiété avant l'examen parce que notre rythme cardiaque va avoir tendance à se synchroniser. En fait, notre respiration et notre rythme cardiaque vont se synchroniser avec la musique. Donc, ça peut être une bonne chose. Changer le focus aussi sur l'examen qui est menaçant pour les élèves au début de l'examen, genre faire une blague ou juste créer une situation incongrue là, que les élèves vont comme ça va piquer leur curiosité ou que ça va leur faire passer à d'autres choses au lieu qu'ils se focusent sur l'examen et la menace qui s'en vient. Ça peut être une bonne idée également. On peut aussi enseigner aux jeunes peut-être à éviter, dans la pause avant l'examen ou pendant la récré, de parler de l'examen qui s'en vient entre eux pour éviter qu'ils amplifient là, leur anxiété en groupe.
Oui, parce que ça aussi, là, ça, c'est une stratégie qui est connue pour augmenter l'anxiété d'évaluation. Lorsqu'on co-rumine ou qu'on discute là, des choses ensemble, c'est comme si on accordait beaucoup, beaucoup d'importance au problème, puis ça va avoir tendance à amplifier le problème plutôt qu'à le réduire. Exact. Quand ils disent « Oh my God, je suis pas prête, j'ai pas étudié, c'est sûr que je vais couler ». Je pense que l'enseignant peut souvent être témoin de ces discussions-là, puis facilement par certains commentaires là, les arrêter. Oui, puis leur expliquer aussi ce phénomène-là. Ouais. Que lorsqu'on se met à en parler à outrance, finalement, parce que d'exprimer ses émotions, ses craintes, c'est une chose. D'en parler, puis que ça devienne un sujet de discussion, puis là, je dirais, de s'encourager à vivre ça, bien là, c'est comme si on valorisait ces émotions négatives-là, puis ça a tendance à amplifier le problème. Tout à fait. En terminant, sur quoi tu aimerais conclure la vidéo par rapport au rôle de l'enseignant dans l'anxiété évaluative des élèves? J'ai envie de terminer en détournant un petit peu notre attention. Parce que là, on s'est beaucoup centré sur les facteurs qui sont vraiment proximaux puis qui peuvent jouer un rôle vraiment direct sur l'anxiété évaluative des jeunes, c'est-à-dire la classe puis le rôle prépondérant des enseignants puis de ces pratiques évaluatives. Mais ce serait difficile d'oublier ou de ne pas parler de tous les autres facteurs qui sont susceptibles aussi d'avoir un rôle peut-être moins direct, mais peut-être aussi très direct. Je pense au rôle de la famille, des amis, aux pratiques parentales. Bien sûr, même le tempérament, donc la personnalité. Il y a des élèves qui sont plus à risque de vivre de l'anxiété évaluative que d'autres. Et il y a des facteurs donc, personnels qui peuvent prémunir contre ça ou rendre l'élève plus vulnérable. Donc, il ne faudrait pas penser que l'anxiété évaluative est générée uniquement par le contexte ou qu'on peut uniquement y remédier par le contexte immédiat de la classe. Il y a plein d'autres choses donc à considérer, puis bien sûr, c'est multifactoriel, là, tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle, pour la belle discussion. Ah, ça fait plaisir.